Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Les centrales hydroélectriques du Cameroun totalisaient en 2018 une puissance de 747 MW, soit 54% de la capacité de la production du pays. Avec un potentiel de 23 000 MW, le Cameroun dispose du troisième potentiel énergétique en Afrique au sud du Sahara. D'ici 2 ans, l'hydroélectricité représentera 75% du mix électrique afin de réduire les pénuries récurrentes dues aux variations des précipitations. Même achevé depuis 2017, l'état d'avancement de la ligne de la connectant au réseau était de 55% en 2018. Le réservoir de Lompangar, construit en 2016, permet de réguler les variations des débits dans le bassin de la Sanaga, augmentant de 700 GWh la production annuelle des centrales d'EDA et de Songoulou. Le projet Nachtigal, 420 MW, le plus grand projet hydroélectrique indépendant d'Afrique subsaharienne, augmentera la production électrique du pays de plus de 2900 GWh, soit 30% à sa mise en service dans 2 ans, c'est-à-dire en 2023. Face à un tel potentiel, comment comprendre les dysfonctionnements observés sur une partie du territoire fin janvier dernier et une partie de la ville de Douala? C'était exactement hier. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelet, tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Coupure intempestive d'énergie électrique, explications et conséquences. Pour en parler, nous avons invité un plateau ce soir Charles Ngafongan. Bonsoir Charles. Bonsoir et bonsoir aux milliers, aux centaines de milliers de spectateurs de Equinox Télévision. Merci Charles, vous êtes là. On va mettre un peu la casquette politique de côté. Vous êtes le président du réseau associatif des consommateurs d'énergie. Oui, on abrégé RAS. RAS, c'est la seule association spécialisée dans ce secteur et qui a abondamment lutté pour qu'on puisse savoir ce qui convient d'appeler aujourd'hui le règlement de service public de distribution de l'électricité qui a été signé en 2009. En 2011, nous avons sollicité une relecture de ce document-là. Malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas été entendu. Nous avons également appris que ENIO, avec ces deux associations, a rédigé une mouture qui a été envoyée au Premier ministère. Heureusement que grâce à une lettre que j'ai personnellement signée, nous avons réussi pour le moment à bloquer cela au niveau du Premier ministère. Nous pensons qu'il est temps de véritablement s'asseoir avec toutes les associations, qu'ensemble on puisse donc décider des règlements qui va donc régir les rapports entre les consommateurs et l'opérateur, le seul opérateur du secteur aujourd'hui qui est ENIO. Charles, vous venez de dire que vous souhaitez vous asseoir avec les autres associations, mais d'entrée de jeu, vous avez dit que vous êtes la seule association. Non, nous disons qu'en 2009, oui. En 2009, nous avons abondamment œuvré pour qu'on ait un règlement du service. Oui. Mais à la sortie de ce document, nous avons rendu compte que c'est un document qui faisait la part belle à ENIO à l'époque. Et nous avons donc proposé qu'il puisse avoir une relecture avec des propositions concrètes de ce document-là. Malheureusement, on n'a pas été entendu. Nous avons donc appris qu'entre 2019 et 2020, il y a une conclave entre Arcel et ENIO pour proposer un nouveau document qui était déjà sur la table du Premier ministère. Alors nous avons saisi le Premier ministère pour dire que c'est un document qui a été travaillé sans la participation des associations des consommateurs. Donc nous souhaitons donc que tous les associations puissent s'asseoir sur une table afin qu'on puisse proposer un document qui va véritablement satisfaire les consommateurs, car jusqu'à présent, le document actuel fait la part belle à ENIO. Et il est temps qu'on essaie de renverser la tendance. Voilà, on reste avec les associations. Lui, c'est Bambok Gibga. Bonsoir Bambok. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox ce soir. Voilà, vous êtes le président de l'association citoyenne des consommateurs d'énergie, d'eau, de gaz et de télécommunications. C'est bien cela, c'est une association qui a été créée il y a à peine 2 ans. Pour essayer de voir différemment ce que Charles venait de dire, parce qu'à l'époque vous étiez seul, il y a plus de 170 aujourd'hui dans le domaine. Et une autre particularité, c'est que nous avons une base de données en place où tout le monde peut télécharger
l'application à partir de Google Play Store et puis envoyer la requête étant couché et faire le suivi. Donc on a vraiment innové. Voilà un peu la différence avec toutes les autres associations de consommateurs qui existent. Voilà, des consommateurs également sur ce plateau. Oui, c'est Pierre-Emmanuel Binam. Bonsoir. Bonsoir, c'est Alain Otto. Consommateur d'énergie. Hein? Oui, bonsoir à nos panélistes et bonsoir aux millions de téléspectateurs de Kinossoir. Voilà. Ça va, Pierre-Emmanuel? Je vais bien. Oui. Je vais bien. Ça va que tu as insisté que je sois comme un consommateur d'énergie, mais je pense que le secteur énergétique de notre pays traverse quand même assez de difficultés et il faut que les partis politiques d'opposition aient également l'opportunité d'expliquer aux Camerounais ce qu'ils ont comme programme politique concernant la relance économique et en l'occurrence des projets sur la maîtrise énergétique. Vous avez apporté le document. Voilà pourquoi j'ai apporté la Bible du MRC, c'est-à-dire que c'est dans ce document qu'il y a le décollage économique du Cameroun. Voici le programme politique du MRC, le programme de gouvernance du MRC et du candidat Camto, qui va nous permettre qu'en un mandat, nous ayons au moins 80% de ménages des Camerounais qui soient électrifiés. Ok. Voilà. Ok, 80%. On ne sait pas 100%. En un mandat. En un mandat. Deuxième mandat, on va aller à 100%. Bien sûr. Ok. Bonsoir Edmond Gadé. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à tous les un autre consommateur d'énergie. Hein? Un autre consommateur d'énergie, bien sûr. Voilà. C'est un plaisir pour moi de répondre en cœur à votre invitation ce soir. Voilà, merci. On va faire le tour. On va aller à Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest où nous attend Alphonse Aïssi Abena. Bonsoir Alphonse. On n'est pas encore prêt. Bon, je vais commencer avec Bombok Yebga. Qu'est-ce qui peut, pour celui qui nous regarde, qu'est-ce qui peut au regard du potentiel, comme je l'ai développé dans mon propos introductif, qu'est-ce qui peut expliquer comme ça qu'aujourd'hui qu'on parle encore de ces dysfonctionnements dans la distribution de l'énergie électrique au Cameroun? Oui. Surtout coupure intempestive, le mot à sa place, intempestive. Oui, comme vous l'avez dit, Serge, au vu de notre potentiel hydroélectrique, on ne devrait pas souffrir. Parce que vous l'avez dit, 23 000 mégawatts, et puis deuxième ou troisième en Afrique subsaharienne. Et c'est énorme. Et quand il faut comprendre que, alors, c'est que les Camerounais ont aujourd'hui comme consommation d'énergie, comme production d'énergie n'atteint pas le dixième, non, même pas le dixième, 1300 mégawatts, c'est rien du tout. Ça veut dire que nous en avons besoin, mais il n'y a personne pour produire. Au-delà de cela, Eneo qui fournit et qui distribue l'énergie a moins de 2,3 millions de consommateurs qui sont abonnés chez Eneo. Dans un environnement où on peut imaginer que nous avons une population de plus de 25 millions de Camerounais, mais Eneo ne peut satisfaire qu'1,3 million. Ce qui est signifiant. Il n'est donc pas normal qu'avec 1,3 million, qu'on ait des problèmes, qu'on ait une carence en énergie. Quelles sont donc en réalité les parties prenantes de cette affaire? Il y a le gouvernement du Cameroun qui s'occupe de la politique énergétique. Il y a Eneo et les producteurs indépendants qui produisent de l'énergie. Il y a Sonatrel qui transporte cette énergie. Et enfin, il y a Eneo qui distribue donc vers chez nous des consommateurs. Mais pourquoi il y a ces coupures? Voilà la question que vous posez. Oui. Alors, quand on regarde, je crois, les 28 postes qui existent au Cameroun, ces 28 postes appartiennent à Sonatrel. Depuis 2009, Sonatrel a pensé qu'il faut organiser une maintenance, et ça a été fait. Moi, je suis un peu inquiet à ce niveau-là, parce que quand vous rentrez dans un poste, 90% du matériel qui se trouve dans un poste
appartient à Sonatrach où il doit faire la maintenance. 10% appartient à Eneo parce que c'est là où la distribution commence. Quand on regarde ces postes et les postes du quartier, parce qu'il y a 28 postes, vous voyez Lokbaba, vous voyez Deido, vous voyez par exemple nous sommes à Douala, vous voyez Bounamou Sadi, vous voyez Nkoumasi, ça c'est les grands postes qui reçoivent la haute tension et on distribue dans les quartiers. Sonatrach ne parvient donc pas à faire cette maintenance. Et vous savez, je ne vous apprends rien, nous sommes au Cameroun, quand on attribue un marché, au niveau du public, il y a le politique qui intervient. Depuis 2009, est-ce qu'on peut savoir quels sont les contrats que Sonatrach a signés avec quelle entreprise pour faire la maintenance de ces postes? Et ça peut, vous savez, dans les services publics, l'attribution d'un marché a beaucoup plus d'influence. En ce moment-là, nous devons comprendre qu'il doit avoir un problème. Le délestage, par exemple, d'hier, comme vous l'avez souligné, il y a une soupape qui était gâtée dans un transformateur. Mais si on avait fait la maintenance normale, on n'allait pas de 16h à 22h se mettre à remplacer une soupape. Si on l'avait su, remplacer une soupape ne devait pas prendre autant de temps. Donc, le problème se pose donc au niveau de cette séparation des tâches. Il y a la production qu'on voudrait même encore détacher de Néo aujourd'hui. On a mis le transport qui est dirigé par un administrateur civil. Et ces adjoints sont les techniciens. C'est comme s'ils n'avaient pas de la parole à ce niveau-là. C'est un problème donc de management au niveau de Sonatrach qu'il faut revoir, à mon avis. Et vous avez vu par exemple les dernières coupures pendant la chaîne. En réalité, l'autorité a demandé qu'on repartisse l'énergie pour que les stades soient alimentés. Et ça au détriment des consommateurs qui sont sur le plateau. C'est-à-dire les deux consommateurs qui sont là, ils ont subi cela parce qu'il fallait donner la priorité au stade. Voilà donc pourquoi nous avons des problèmes aujourd'hui et il faut réfléchir pourquoi nous devons demeurer à ce niveau-là. Est-ce que la politique énergétique, c'est vrai que le politique qui est à côté de moi a dit qu'ils ont une politique énergétique en un mandat, tous les Camerounais seront alimentés. Voilà. Oui, Charles Gafunga, problème de maintenance de la part de Sonatrach. Enfin, on aurait pressé à un Oui, mais vous savez que le président Dieudonné Yebga, Bongo Yebga est par ailleurs un ancien DPO. Oui. Vous voyez que dans le développement qu'il a dû faire, j'ai envie de croire ici qu'il essaye quand même de donner Eneo en jetant le pro. Voilà pourquoi je dis. Oui. Pourtant, je dis ici, le segment de l'électricité ici compte à trois entités, trois principales entités. Vous avez la production, vous avez le transport et vous avez la distribution. Oui. Et il faut donc noter qu'au Cameroun, jusqu'à ce jour, 70% de la production est encore entre les mains des Néo. Vous avez les 30% restants qui se partagent KPDC, DPDC, oui, qui par le passé étaient également des structures qui étaient affiliées à AES Corporation. Vous savez très bien AES Corporation, mais qui aujourd'hui sont des entités à part. Donc, quand on parle de la production, s'il y a donc un déficit au niveau de la production, déjà là, on comprend très bien à partir du moment où 70% de la production est entre les mains des Néo, et nous avons sa part de responsabilité. Mais tant qu'on part de là, on va donc interroger le transport, c'est là où la Sonatrach intervient. C'est le transport qui part donc des zones de production pour les centres de distribution. Oui. C'est-à-dire que ce transport-là, là, il faut reconnaître qu'il y a encore des défaillances parce qu'il n'y a pas eu de la maintenance pendant très longtemps, les politiques n'ont pas été suffisamment suivies, ce qui fait que les pertes au Cameroun, les pertes au niveau international, la moyenne doit être de 10% au Cameroun, on en est parfois à plus de 20%. J'attends qu'aujourd'hui il y a eu une petite avancée, on en est peut-être à 15%, il faut le dire à plus de 20%. Une fois que vous êtes sorti, vous êtes dans les zones de distribution, là encore, l'opérateur chargé de la distribution, c'est encore Eneo, qui reprend maintenant les lignes de distribution, voyez-vous, les lignes de distribution à partir des centres de connexion dans le point de distribution. Là encore, c'est nous qui est responsable. Et l'incident d'hier n'est pas le fait des lignes de transport entretenues par la Sonatrach, c'est bien des lignes internes de distribution qui sont entretenues par Eneo. Maintenant, il y a des efforts qui ont été faits à chaque niveau, après chacun à son niveau, mais qui aujourd'hui demeurent insuffisants pour nous permettre d'avoir une énergie de qualité et en permanence. Donc les responsabilités sont partagées, également les pouvoirs publics également leur part de responsabilité. Moi je dis, depuis plusieurs années,
le RAS a appelé pour que, en fait, qu'on puisse créer 3 entités distinctes. C'est-à-dire que la production soit entièrement réservée à une entité qui n'a rien à voir avec le distributeur, alors qu'aujourd'hui on se rend compte que 70% de la production est encore entre les mains des NEO. On a vu qu'il y a quelque chose qui a commencé à se mettre en place, notamment avec la création de l'EDC, mais aujourd'hui, EDC ne gère que Menvele. C'est-à-dire qu'en attendant que peut-être Natiga rentre et que le reste, jusqu'aujourd'hui, on voit que ce qui revient à EDC est encore minimaliste. Donc jusqu'à présent, c'est encore 70% et on se demande bien pourquoi encore 70% la production à ENEO. Bon, la ENEO quand même se vend de faire ce qu'il devrait faire, qu'il y a des investissements qui ont été réalisés, mais nous les consommateurs maintenant, on se rend compte qu'on n'a pas toujours une énergie de qualité, on n'a pas une énergie en permanence, et là est tout le problème. Moi, consommateur, mon interlocuteur, c'est celui vers qui je vais solliciter un branchement. Celui qui nous sert la facture tout le monde. Celui-là, c'est Eneo. Maintenant, il revient à Eneo aux sorties de venir nous expliquer tout ce qu'ils vont nous expliquer. Mais pour moi, quand je n'ai pas d'électricité, alors moi, je m'adresse à Eneo. Il y a ces petits efforts qui ont été faits, vous avez vu au niveau des factures, paiement de factures, oui. On a également eu des investissements qui ont été faits pour en boire à base par poteau électrique, oui. Mais au-delà, la réalité est que le consommateur que Fonga est, jusqu'aujourd'hui, il souffre encore d'une limitation de l'énergie électrique, ce qui pour nous n'est pas acceptable. Voilà, pour vous, Edmond Kouyaté, vous êtes consommateur, on l'a dit dès le début. J'ai parlé du potentiel. Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, les Camerounais souffrent encore de ces dysfonctionnements-là? Non, cela ne devrait pas s'expliquer. On ne devrait pas, dans un pays où vous avez dit, où on a un potentiel de 23 000 quand même mégawatts et qu'aujourd'hui on soit, n'est-ce pas, en taux combiné hydroélectrique, thermique, on soit solaire également, qu'on ne soit qu'à 1300. Et encore faut-il comprendre que les 1300 ne sont pas véritablement mis à la disposition parce que entre, n'est-ce pas, les pertes liées à la production, la transportation, et n'est-ce pas les guéguerres, je dirais pas guéguerres, mais seulement les institutions qui se marchent dessus, parce qu'il faut savoir que ENEO, comme Charles essayait de l'expliquer, aujourd'hui n'est plus maître, n'est-ce pas, des 3 segments de l'électricité, c'est-à-dire de la production jusqu'à la distribution. Vous avez EDC qui prend une partie de la production, une autre partie qui reste entre les mains de ENEO. Vous avez également Sonatrel, n'est-ce pas, qui se charge du transport. Mais seulement il faut comprendre que entre toutes ces institutions-là, il y a que le consommateur est un peu perdu. Mais je dis, on ne devrait pas au jour d'aujourd'hui au Cameroun avoir encore, parce qu'il faut le dire aux Camerounais, ce qui se passe, le fait qu'il y ait des lestages, c'est tout simplement une distribution rationnée, du fait qu'il n'y a pas suffisamment pour mettre à la disposition de tout le monde. Dans le peu qu'il y a, on met un peu à la disposition des X, aujourd'hui on met un peu à la disposition des Y et ainsi de suite. On rationne la distribution de l'énergie pour que les uns et les autres puissent avoir de l'énergie. Cela ne devrait pas s'expliquer. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, il faut déjà comprendre que il y a eu comme un manque d'esprit de maintenance dans les investissements qui ont été faits dès le départ. Si vous allez par exemple aujourd'hui à l'Ardo, vous allez vous rendre compte que toutes les turbines ne sont pas en train de tourner. Vous allez également à Absence de maintenance. Absence de maintenance. Si vous allez à l'Ardo, vous allez pleurer. C'est complètement en désuétude totale. C'est-à-dire que, je ne sais pas, sur 4 turbines, à l'Ardo, il y a peut-être qu'une seule qui tourne. Et donc, il y a ce problème d'entretien, il y a ce problème, n'est-ce pas, de maintenance sur les investissements. Puis la coopération entre le Cameroun et la Chine. Entre le Cameroun et la Chine. Il y a donc ce problème, n'est-ce pas, de maintenance des investissements publics. Et il y a également que il y a un déficit, n'est-ce pas, de solutions intégrées. Lorsque, par exemple, on décide de construire, je vais dire, Lompangar, Menvele d'abord, parce que Lompangar c'est un barrage de retenue, c'est un barrage réservoir de retenue pour réguler l'hydrologie au niveau de la Sanaga, avec je crois que c'est 6 milliards, n'est-ce pas, de mètres cubes, mais on ne ressent pas les effets, tout simplement. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, il y a eu un déficit de solutions intégrées. Lorsqu'on décide de lancer un projet comme la construction du barrage de Menvele, par exemple, on ne pense pas à régler d'abord le problème de transport.
Memvele va certainement produire, mais après, on ne produit pas pour rester sur place. C'est quand on finit la construction de Memvele qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de transport pour prendre l'énergie de là où elle est produite à Memvele pour la, n'est-ce pas, mettre à la distribution, pour mettre dans les centres de distribution. Donc c'est un déficit de solutions intégrées au niveau de la conception des projets, n'est-ce pas, dans notre pays. Il y a également ce problème-là. Et bon, maintenant, il y a également que aujourd'hui, vous avez, je vais dire, une entité comme la SONEL qui n'arrive pas véritablement à maîtriser ses opérations. C'est ça le problème. Parce que d'un coup, la SONEL va rejeter le tort sur EDC. Non, c'est SONEL. Je me perds avec ces appellations. Moi, je peux pas dire SONEL. C'est ça notre souci. Donc, Eneo va rejeter les torts sur Sonatrel. Et il faut dire que avec également les petites recherches que nous avons menées, il semble qu'il y a une véritable cacophonie au niveau de la Sonatrel. Nous avons essayé de chercher un peu, je ne veux pas dire que, je ne veux pas jeter l'opprobre sur quelqu'un, mais je pense que quand on confie des responsabilités publiques à des personnes dans ce pays, il faudrait qu'on se rassure qu'ils ont le profil, et ensuite qu'il y ait quand même du management. Oui, le management au niveau de Sonatrel est assez catastrophique. C'est un administrateur civil, mais qui il aurait pu faire l'affaire parce qu'il a sous ses ordres un technicien chevronné de la chose. Mais apparemment, le climat entre les deux est tellement délétère. Ils ne se comprennent pas. L'autre a même presque jeté l'éponge, je vais dire son adjoint, a presque jeté l'éponge et ne se mêle presque plus de rien. Et donc, les techniciens qui l'entourent, il ne les écoute pas, il n'en fait qu'à sa tête. Je vais dire pour la petite enquête, pour la petite investigation que nous avons pu mener pour savoir de quoi il en tient, cet administrateur-là, il aurait pu faire l'affaire si jamais il se confiait véritablement à la sagacité de ceux qui l'entourent, des techniciens qui l'entourent. Il ne le fait pas. Et donc, aujourd'hui, Eneo a beau jeu de dire, écoutez, moi j'attends qu'on transporte l'énergie et qu'on mette à ma disposition pour la, n'est-ce pas, pour la distribution. Et donc, dans ces guéguerres, Eneo, Sonatrel, EDC, le consommateur que je suis, n'est-ce pas, se retrouve face à tout ce que vous constatez aujourd'hui, délestage aujourd'hui, manque d'énergie et autres. Et donc, moi, je pense qu'il faudrait que, est-ce que, n'est-ce pas, disséquer SONEL comme on a fait, est-ce que ça a été une bonne chose? Au regard des résultats que nous avons aujourd'hui, c'est quand même assez questionnable. Ça reste sujet à beaucoup de questionnements. Vous êtes pour qu'on remette tout entre les mains de Neo? Non, je suis peut-être pas pour qu'on remette tout entre les mains de Neo, mais je suis pour qu'on fasse les choses comme cela devrait se faire. Si on décide de disséquer, alors il faudrait qu'on le fasse de la belle manière, parce que l'objectif in fine, c'est quoi? C'est que le consommateur que je suis, le consommateur que vous êtes, que vous ne ressentiez pas, n'est-ce pas, des effets négatifs de cela. Mais si on prend des résolutions pour pouvoir satisfaire, pour résoudre un problème, alors, et que ces résolutions, à terme, n'est-ce pas, amplifient le problème, parce qu'il me semble que depuis qu'on a justement procédé à ce saucissonnement, n'est-ce pas, il me semble que nous ne sommes pas plus à l'aise que nous ne l'étions hier, lorsque SONEL concentrait tout entre ses mains. Et donc, le problème se trouve donc à ce niveau-là. Il faudrait qu'on apprenne à faire les choses comme cela devrait se faire. Si on décide, n'est-ce pas, de segmenter, n'est-ce pas, je vais dire, la SONEL comme on l'a fait, qu'on le fasse bien et qu'on confie cela, les différents segments, entre les mains des personnes assermentées qui peuvent bien faire le boulot. Pierre-Emmanuel Bignam, vous êtes consommateur, vous l'avez dit, vous avez sorti votre document, mais ces derniers jours, on a vu, pendant le Chan, des images qui n'ont pas, on va pas dire, on peut dire comme ça que ça n'a pas fait honneur au Cameroun. Pendant des minutes que les stades soient dans le noir. Bon, surtout le stade de Bépanda. Les Camerounais sont habitués à la honte. Donc, vous commencez, la honte ne nous fait plus rien. Nous sommes habitués à être vus aux yeux du monde entier comme un pays de tous les extrêmes, quoi. Le problème qui se pose aujourd'hui est un problème de leadership et de management. Leadership, parce que lorsque il y a des problèmes énergétiques dans un pays, le premier acteur à être indexé, c'est l'État. C'est l'État. Tout à l'heure, j'ai suivi mon ami
Il a raison, d'une part, mais d'autre part, il faut aller au-delà. Dire que lorsqu'il a des problèmes d'électricité, il s'en prend directement à Eneo. C'est vrai. Sauf que il doit s'en prendre à l'État. Parce que Eneo est là. Parce que c'est l'État qui a permis à Eneo d'être là. Eneo agit selon le cahier de charges que l'État lui a donné. Et donc l'État est chargé de faire le suivi et l'évaluation pour voir s'il faut reconduire le contrat d'Eneo ou le changer, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, maintenant, lorsqu'on voit les différents délestages que les grandes villes, Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bamenda et autres connaissent, en l'occurrence Douala et Yaoundé, je peux vous assurer qu'on est déjà en train d'atteindre des proportions de un jour de délestage sur 2. Alors, ce qu'il faut connaître, c'est que, relever ici, c'est que le Cameroun n'a pas un bon maillage, une bonne cartographie de la distribution déjà de l'énergie qui est disponible. Sur ce plateau, tout le monde a relevé que nous avons un potentiel de 23 000 MW qui est classé 2e ou 3e en Afrique. Alors, et que dans ce potentiel, on utilise 1300 MW. Alors, les pertes d'électricité sont autour de 100 à 120 MW. C'est-à-dire que ça représente tout à l'heure pas de 20%, c'est descendu auprès de 15%, mais jusque-là, c'est beaucoup. Quand on regarde tout ça, ce qui est intéressant ici, c'est que il faut relever que les ménages consomment dans ce qui est produit 5300 MW, 69,1% des ménages. Écoutez bien ce qui est réservé pour les industries. 6%. Les services, 8%. L'agriculture, 0,1%. Comme pour dire que la carte énergétique du Cameroun actuelle, du régime de renouveau, n'est pas une carte qui peut permettre au Cameroun d'être émergent en 2035 selon leurs propres projections qu'ils ont fait. Puisqu'ils ont accordé seulement à l'industrie 8%. Et vous ne vous demandez pas pourquoi dans les pays développés et les pays industrialisés comme la France, le ministère de l'écologie a le 3e budget de l'État. Le ministère de l'écologie a le 3e budget de l'État tout simplement parce qu'aujourd'hui, les pays qui sont en voie de développement, qui sont développés et qui sont industrialisés, sont en train de développer les moyens, les mécanismes et les stratégies qui leur permettent d'atteindre une autosuffisance en termes de production d'énergie renouvelable. Le Cameroun est un pays qui n'a pas un cadre réglementaire incitatif de l'énergie renouvelable ou des énergies renouvelables. La loi de 2012 accorde à certains importateurs privés de pouvoir avoir l'exonération de la TVA pour certains articles. On précise bien les codes de ces articles. Ce sont des lampes portatives et qu'on peut accrocher. Or, aujourd'hui, il y a des batteries solaires qui peuvent être installées dans des domiciles et éclairer plusieurs maisons. Aujourd'hui, il y a des téléviseurs qui marchent avec l'énergie solaire. Il y a des congélateurs et autres. Alors, tous ceux-là qui sont importés, tout ce matériel, à part les lampes portatives, ne font pas l'objet de l'exonération. Ça veut dire que l'État a un manque de volonté politique pour relancer le secteur de l'énergie au Cameroun. Donc, on constate un mauvais maillage. Voilà pourquoi dans le cadre de notre plan économique pour le Cameroun, le MRC, nous avons prévu que la première chose à faire, c'est de faire un cadastre de la carte énergétique du Cameroun. Le cadastre va nous permettre, c'est comme un mapping, va nous permettre de définir dans chaque domaine quel est le type d'énergie qui sera approprié. Nous avons le potentiel. On a par exemple les zones où il y a le vent à l'ouest et dans le Grand Nord, où on peut développer l'éolienne. Et cette éolienne et l'énergie solaire pourront être consacrées dans des zones qui n'ont pas un fort potentiel de consommation électrique. Et on va concentrer une grosse partie de la production de l'énergie thermique dans les grandes villes. Et maintenant, trouver dans cette production-là, essayer de l'accroître et voir dans quelle mesure consacrer une part importante aux industries. Parce que dans une carte énergétique, vous donnez 6% de consommation à l'industrie. Ça veut dire que vous ne voulez pas que votre pays, un jour, soit industrialisé. Ce sont des indicateurs qui ne trompent pas. Voilà pourquoi, de temps en temps, lorsque il faut satisfaire une industrie, on est obligé de délester.
de délester des populations pour permettre à ces usines de faire leur production. Donc l'État doit revoir tout cela. L'État doit revoir tout cela. Voilà, on va prendre tout de suite Alphonse ici à Bénin, depuis Bafoussam. Vous êtes président du FOCACO, consommateur camerounais. Bonsoir une fois de plus, Alphonse. Qu'est-ce que le président des consommateurs que vous êtes, quelle est la pression que vous mettez pour satisfaire les besoins des consommateurs pour ce qui est de ces coupures intempestives d'énergie? Bon, Yebga, on l'a dit, le Cameroun, c'est beaucoup plus l'énergie hydroélectrique. Il y a le nord, il y a beaucoup de soleil, c'est une zone tropicale. Pourquoi ce secteur-là est négligé, on va le dire? Alors, il a parlé de l'éolienne également. Pourquoi ce secteur des énergies renouvelables est négligé au Cameroun? Comme Emmanuel Vignam l'a dit, c'est un problème de la politique énergétique gérée par le gouvernement de notre pays, tout simplement. Si on a envie de le faire, on le fera. Il y a le FEICOM qui a des moyens d'accompagner les mairies pour avoir ces énergies renouvelables. Mais pourquoi ce n'est pas fait? Voilà. C'est un problème. Et il y a un avantage en cela, parce que nous avons assisté à un séminaire où toutes ces parties étaient représentées. Il y a un avantage à cela, à pouvoir combiner, pas seulement à dédier une source d'énergie à une population, mais à combiner, par exemple, l'énergie hydraulique produite transportée par Sonatrel, distribuée par INEO, et l'énergie solaire. Ouais. En ce moment-là, vous avez le kilowatt, il est facturé en fonction des consommations. Si on essaie de combiner tout ça, on risque, comme M. Bignam l'a dit, les ménages qui sont les plus grands consommateurs vont tous se retrouver à la tranche sociale qui est de 50 francs. Et ça va coûter moins cher parce qu'on a essayé de combiner les énergies renouvelables avec l'énergie hydroélectrique qui est produite. Alors, pourquoi ce n'est pas fait? Il faudrait une vraie politique énergétique dans ce pays. Et je vais d'abord, avant que de continuer, dire à Charles que son intervention m'a satisfait parce qu'il est un vrai consommateur qui ne défend que la consommation. Mais le problème qui est posé, ce n'est pas un problème des consommateurs, parce que Eneo a trop de problèmes avec des consommateurs. Le problème qui est posé, c'est le problème énergétique de ce pays. Et il faut donc regarder d'où vient le problème. Parce que quand il y a effondrement, on en a eu le 25 et le 28. Un effondrement, janvier 2021. Ce problème vient d'où? Parce qu'il y a un problème au niveau des lignes de transport qui risque d'endommager la centrale de Songolo. En ce moment-là, on suspend, c'est ça l'effondrement, on suspend donc la production, c'est-à-dire l'envoi de l'énergie pour qu'on résolve ce problème. En ce moment-là, il y a eu ces coupures, mais ces coupures sont dues à ce problème qui est arrivé au niveau de la ligne de transport. Il faut donc regarder ce problème à la base. Si on ne le regarde pas là, si on regarde seulement qui fait que mon ampoule brille, c'est Eneo. Et nous a d'autres problèmes que nous allons soulever le jour où vous allez nous inviter ici, parler des problèmes d'Eneo. On va taper sur Eneo parce que nous les connaissons. On leur a dit qu'il y a tel problème, tel problème, tel problème. Mais aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est Sonatrel. Je vais vous dire, parce que je suis syndicaliste en plus, et nous avons participé à la négociation du transfert du personnel. Eneo a transféré 232 personnels qui étaient à la direction du transport vers Sonatrel. Oui. Et regardez donc l'effectif de Sonatrel aujourd'hui, qui tend vers de 500. Et les autres qu'ils ont recrutés proviennent d'où? Est-ce qu'ils ont l'expertise? C'est ça le véritable problème. Il y a des agents qui devaient aller à la retraite, qui avaient l'expertise. Comment on les a traités? Pourquoi on ne les a pas retenus pour faire le transfert de compétences? C'est là le véritable problème. Donc le problème qu'on a aujourd'hui, c'est au niveau de Sonatrel. Laissons Eneo avec ces problèmes, nous on va les gérer plus tard. Mais aujourd'hui, le problème qu'on a aujourd'hui là, c'est Sonatrel.
Je vois tout le monde sourire là. On comprend un bonbon qui est là. Vous défendez votre maison. C'est pas qu'ils m'ont licencié parce que j'ai eu 60 ans, mais c'est pas grave. Mais je dois dire ce qui est. Oui. Je dois dire ce qui est. Il n'y a pas de sentiment à cela. Oui. Le problème aujourd'hui, c'est pas le problème de Néo et puis non. On connaît le problème et il faut le résoudre. Voilà. Moi, je dirais que... Le transport pose problème, pourquoi? Est-ce que le matériel est... En fait, on a parlé des poteaux qui sont d'une autre époque. Les problèmes que la Sonatrach connaît aujourd'hui sont les mêmes qu'on posait du temps où le transport était géré par Eneo. Donc, on s'était rendu compte qu'il n'y a pas eu de véritables investissements qui ont été faits pour maintenir les lignes de transport, qu'il n'y a pas eu un renouvellement de ces lignes de transport. Et en son temps, Eneo s'en plaignait, même avant Eneo... AES et Sonel, par le passé, nous les anciens consommateurs, là, ça a été conviés à des réunions pour nous expliquer ces raisons-là, ça c'est clair. Mais je disais, c'est que l'incident d'hier, mais les autres incidents, effectivement, c'est la Sonatrach. Mais on ne peut pas, moi je ne pense pas que la Sonatrach, en quelques années, je crois qu'ils sont là depuis moins de 5 ans, je crois pas que c'est en 5 ans, ils auraient pu... On dit que pour l'incident d'hier, il fallait remplacer la soupape entre 16h et 22h. En fait, nous, Horace, on a œuvré pour qu'ils puissent avoir des entités différentes à chaque niveau. Mais malheureusement, nous, on se rend compte que la Sonatrach, c'est une véritable affaire des fonctionnaires. Et que ces gens qui se comportent exactement comme des fonctionnaires. À leur niveau, il y a véritablement des problèmes. Aujourd'hui, on peut dire que Eneo fait des efforts remarquables. On le voit au niveau de son secteur de distribution, où les poteaux en bois sont remplacés. On peut comprendre que là, ils font tout pour entretenir ces poules aux œufs d'or. C'est-à-dire qu'ils sont venus faire de l'argent, ils se disent, ok, il faut entretenir cela. Et on voit très bien qu'ils investissent. On a encore appris il y a quelques jours, à Yaoundé, ils ont levé 100 milliards pour entretenir ces réseaux de distribution-là, et également améliorer le réseau de production, la production. Donc, il y a des choses qui sont faites. Effectivement, la Sonatrach a un problème, c'est un problème qui ne date pas seulement de sa création. On dit qu'il y a un problème qui relève de la politique énergétique. C'est-à-dire que par le passé, avant que les uns et les autres ne prennent, que ce soit au temps de la Sonel, on n'a pas entretenu ce réseau. Il est vieillissant. Quand vous allez voir, quand ici a été construit, quand vous allez voir après qu'on est construit, il faut quand même prévoir qu'à un moment, il pourrait être défectueux ou fatigué. Est-ce qu'on a investi ce secteur-là? Oui et non. Maintenant, on a mis des gens qui peut-être pensent plus à s'enrichir qu'à travailler. Là est tout le problème. Donc nous disons, le consommateur que là c'est bien dit, si on pose le problème... un problème global d'énergie, ok, le gouvernement ici doit être interpellé, tous les autres acteurs. Mais je disais, si c'est le consommateur... Charles Fongan, Bobo Kiepka a dit que près de 200 personnels Sonel a migré vers Sonatrach. Oui, on comprend donc... Oui, nous disons même du temps où ces personnels étaient totalement gérés par Eneo, on avait ces problèmes-là, donc ce n'est pas... Cela ne veut pas dire que... Oui, vas-y. Je voulais dire quelque chose rapidement là, concernant le transport. Lorsque nous étions enfants, on voyait les anciens poteaux de la Sonel, je parle de Sonel, qui étaient c'était des poteaux faits en béton. Je vous assure que chez moi a aidé devant notre concession familiale. Jusqu'à aujourd'hui, ces poteaux-là sont encore bien installés. Pourquoi on est passé du béton alors c'est un business qui a permis, c'est un business qui a été installé à un moment donné par un DG que nous tous on connaît, de la Sonel, qui a permis à ce que, puisqu'il y a une durée pour ces poteaux-là. Et les études montrent même que le bois-là détruit le sol. Il y a une étude qui montre cela. C'est pour ça qu'on commence à interdire de planter ce bois à l'ouest et au nord-ouest. Donc, c'est un business, puisque ce bois qui porte l'électricité là a une durée. Il faut automatiquement changer ça et faire les passations de marché. Voilà pourquoi le MRC a proposé également, dans le cadre du transport, le réseau souterrain au lieu du réseau aérien. Tout comme la fibre optique. Tout comme la fibre optique. On fait un réseau souterrain pour pallier à ces problèmes de maintenance du réseau aérien. On va permettre à Charles de terminer. Puis, je vais terminer. Moi, je disais qu'en fait, les responsabilités sont partagées. Et le gouvernement a sa part de responsabilité, une très grande responsabilité d'ailleurs, parce que la politique énergétique qui a été mise en place jusqu'aujourd'hui, elle est mauvaise. Même celle qui est en train d'être implémentée, malgré le fait qu'on se rend quand même compte qu'il y a des barrages qui sont créés ici, là, et le monde qui a déjà relevé ici, ont créé par exemple une centrale de MVL, on ne prévoit pas les lignes de transport, ce qui fait que la politique énergétique, comme je dis, elle est mauvaise. On voit quand même qu'il y a un effort avec le solaire.
Il y a le thermique qui est rentré, que nous contestons, mais qui est quand même là. Donc il y a quelque chose qui est fait, mais ce n'est pas suffisant. Mais il y a un fait sur lequel je vais également pointer du doigt, c'est les Camerounais eux-mêmes. Ça, il y a beaucoup de vols. Ça, il faut le reconnaître. Les Camerounais, je vous dis, si vous avez 60% des consommateurs électriques au Cameroun volent l'énergie électrique. C'est ça qui est en train de cela entraîne également de panne. Voyez-vous, si un transformateur a été installé pour une consommation qui a été mesurée pour la circonscription indiquée, et que vous venez faire d'autres branchements, automatiquement ceux qui payent cette énergie en pâtissent. Donc il y a également ça, il y a c'est un service là. Même si cela revient à l'État, il faut que les autres prennent leurs responsabilités. Aujourd'hui, vous avez des gens qui peuvent allumer les climatiseurs même aux toilettes, mais parce qu'ils ne payent pas. Si ces gens-là payent, la facture arrive. Mais la facture n'arrive jamais parce que c'est 3 000 francs, 4 000 francs, 5 000 francs qu'ils payent. Et maintenant, mais cette énergie qu'ils consomment là, il est prise en compte dans les transformateurs qui ont été installés. Et voyez-vous, s'ils ne peuvent pas supporter, il y a un problème. Donc, les associations consommateurs que nous sommes, les anciens consommateurs que nous sommes, nous disons que nous ne pouvons pas être pour lutter pour la fraude électrique. Mais je dis ici, il faut que les Camerounais prennent leurs responsabilités. Quand ils viennent nous voir, qu'eux aussi, qu'est-ce que moi j'ai fait? Tout le temps, on attend de savoir qu'est-ce que le Cameroun a fait pour nous, ce que l'État a fait. Nous aussi, qu'est-ce qu'on fait pour le Cameroun? Qu'est-ce que nous aussi... Ces incendies dans les marchés là... Mais c'est causé également par tout cela. Donc, il y a beaucoup il y a un comportement d'un civisme caractérisé qui concourt également à tout ce qu'on vit. Mais cela ne dédouane pas pour autant tous ces acteurs que je dis là, mais il y a notre part de responsabilité qui est là. Et il est temps qu'une fois au moins, qu'on prenne vraiment nos responsabilités pour limiter, pas forcément éviter, mais limiter vraiment cela. J'aimerais dire quelque chose. Oui, rapidement. Bon, quand on dit que 1% de l'énergie revient à l'agriculture, 6% à l'industrie, je crois que c'est un constat qui a été fait, qui a montré que cela va pourtant dire que si quelqu'un veut investir dans l'agriculture et qu'il sollicite l'énergie électrique, on la lui refuserait au motif que il est là. Mais c'est regrettable qu'on en soit là. Voilà. Cela veut dire que même nos industries, nos consommateurs ne s'investissent pas beaucoup dans ce sens. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas engagés dans cette dynamique-là. C'est regrettable. Ok, Edmond, tous coupables. Oui, tous coupables parce que heureusement qu'il a souligné, je voulais souligner cet aspect d'incivisme criard qu'on observe du côté des consommateurs, le fait de pirater les lignes met très à mal, n'est-ce pas, les installations de AESNel et autres, parce que lorsque un transformateur est installé dans une zone, c'est configuré pour une certaine capacité, pour supporter une certaine capacité. Alors lorsque les gens viennent pirater, c'est pour ça que très souvent vous avez ces transformateurs qui sautent. Donc il faudrait que les populations également fassent un effort de payer, surtout qu'aujourd'hui on fait un effort pour que les ménages payent, je crois c'est 50 francs. Mais également je voulais dire autre chose, c'est que j'ai entendu Emmanuel parler des énergies renouvelables. Il faut faire très attention. Très souvent, il est démontré qu'au jour d'aujourd'hui, au Cameroun, la seule énergie qui puisse être mise à la disposition du consommateur à moindre coût, c'est, n'est-ce pas, l'hydroélectrique. Parce que lorsque vous parlez des énergies renouvelables, très souvent, si des investissements ne sont pas faits à un certain niveau, le produit qui va sortir peut s'avérer être très cher. Si vous prenez par exemple les centrales thermiques d'EDA, de Dibamba, les centrales thermiques également de Kribi et même de Limbé, la centrale thermique par exemple de Limbé n'est toujours pas fonctionnelle, il faut le savoir, parce que on se rend compte que c'est les centrales thermiques, ce sont les centrales qui fonctionnent à base du gaz. Alors on se rend compte que le kilowatt sorti, n'est-ce pas, à cette centrale-là pourrait être de 87 francs. C'est-à-dire sorti là-bas. Maintenant, il faut transporter et il faut distribuer. Ça veut dire que pour mettre ça à la disposition du consommateur, on peut aller jusqu'à 110 francs. C'est-à-dire que c'est ça le problème. Alors que l'hydroélectrique, c'est 50. C'est 50 francs. C'est-à-dire que pour mettre ça à la disposition du consommateur final, c'est 50 francs. Vous pouvez donc comprendre que sorti, n'est-ce pas, à la production, ça oscille entre 15 et 20 francs. Donc, avec maintenant le transport et autres, alors, oui, ça, on arrive à 50 francs. Donc, il faut faire très attention avec ces histoires d'énergie renouvelable là. C'est pas toujours ce qu'on croit. Mais par contre, je suis d'accord pour dire que, par exemple, pour les consommations domestiques, on pouvait faire un minimum d'investissement dans des régions suffisamment chaudes, comme le nord, l'extrême nord, où il y a, dans le septentrion, où il y a, n'est-ce pas, abondamment du soleil toute l'année. Voilà, on peut à partir, n'est-ce pas, je vais dire des panneaux et des batteries contenir suffisamment, capter de l'énergie suffisamment pour mettre à la disposition des ménages, cette fois-ci des ménages, parce que là ça
ça peut se faire. Mais par exemple, l'éolienne, ça va coûter trop cher. Si vous faites l'éolienne ici, ça va coûter trop cher. Vous risquez de vous retrouver à près de 110 francs le kilowatt, n'est-ce pas, à la sortie. Donc ça va coûter trop cher. Il faut qu'on capitalise sur ce que nous avons. Nous avons un potentiel hydroélectrique de 23 000 mégawatts. 23 000. Ouais. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, si vous... On produit 1300. On produit 1300. Ça veut dire... Autour de 6%. Oui, autour de 6%. C'est-à-dire que de notre potentiel réel, c'est faible. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, en réalité, c'est même insignifiant. Je suis d'accord, Emmanuel, c'est même insignifiant. Aujourd'hui, sur tous les barrages que nous avons, les deux qui restaient véritablement, c'est, n'est-ce pas, EDA et Sonloulou. Merci. Voilà. Merci, on revient après le journal parce qu'on nous fait des grands signes là. Dans un instant, Cédric Noufelé sera là pour dérouler le 20h le plus attendu de la planète. Mais avant cela, une pause de pub. Comment était l'année pour vous? Et ça, for this 2020, nothing, not the worker. Je sais que l'année a été